Je vais vous résumer ce livre, Le médecin des pauvres et les 2000 recettes utiles, par le docteur Beauvillard. Donc un livre que j'ai retrouvé dans mes cartons, date, en tout cas il était dans la famille, édition de 1913, la 40e édition, 500 000 tirages par an. Donc voilà, ça pourrait être anecdotique, je me suis dit je vais quand même feuilleter ce livre. En fait j'ai lu beaucoup de choses parce que il va être intéressant pour comprendre à la fois d'où on vient, qu'est-ce qu'on pouvait se dire en 1913, il y a plus de 100 ans, sachant que c'était la 40e édition, donc ça fait déjà un certain temps que ces choses-là se disaient, se transmettaient. Et puis les 500 000 tirages par an, effectivement, montrent que c'était quelque chose qui devait sûrement être répandu à l'époque. Bon, je n'ai pas creusé le côté historique du livre, mais j'ai surtout vous résumer différents aspects qui, j'ai trouvé, sont assez riches d'enseignements pour comprendre notre évolution, d'où on vient au niveau santé, et peut-être pourquoi encore on a certains travers aujourd'hui qui peuvent prendre racine dans des faits historiques et dans des situations, on va dire, normales de l'époque. Donc le livre démarre avec plusieurs planches comme ça qui sont vraiment très très belles, très bien illustrées. La digitale, le lierre terrestre, la gentiane, vraiment des très belles images qui sont agréables à regarder et qui sont encore d'une belle qualité, je trouve, sur un papier qui lui a pourtant bien jauni. Il y a ça jusqu'à la page 33 et franchement il y a des plantes sauvages on va dire et des champignons. Et voilà, j'ai trouvé franchement ces illustrations très très sympas. Alors là, avant l'introduction, il y a cette petite partie qui en fait introduit les différents chapitres on va dire du livre. Et je vais les détailler en partie, puisque certaines parties, bien sûr, qui vont détailler les remèdes, je donnerai juste quelques exemples. Dans l'introduction, quand même, mérite qu'on s'y arrête un peu. Il démarre en disant « Être utile à nos semblables, voilà notre but et notre seule ambition ». Donc à la base, c'est un docteur, mais pas que, puisqu'on voit qu'il a effectivement une maison d'édition et qu'il vend aussi des produits. Donc on va y revenir. Et c'est pour ça qu'après, il dit « En publiant cet ouvrage, nous n'avons donc pas eu pour but, comme ne manqueront pas de dire les charlatans et les ennemis du bien, de supprimer les docteurs et les pharmaciens, que nous regardons comme d'utilité publique et qui devraient être créés s'ils n'existaient pas. » Le premier but du livre, c'est des conseils d'hygiène à la portée de tous, et que l'expérience a consacré, parce qu'effectivement, dans la tradition orale, beaucoup de choses se transmettaient, et ici, elles sont par écrit. Ils ont pour objectif de donner des notions élémentaires sur les principales maladies. Donc là, je les cite, afin de prendre certaines précautions en attendant l'arrivée du médecin. Donc pour éviter que le mal s'aggrave, et puis aussi pour éviter que ce soit trop tard. Et après, il insiste en disant « Et à celui qui est dans l'impossibilité absolue de profiter des bons conseils d'un docteur, dit autrement ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous donnons avec plaisir quelques-unes des recettes que nos aïeux employaient. Ils se portaient bien, vivaient très longtemps. Respectons avec leur mémoire leurs remèdes simples, faciles, peu coûteux et qui guérissent. Oui, les herbes des champs, des jardins, etc. guérissent. » Voilà l'introduction qui déjà vaut il vaut vraiment le coup par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, la deuxième partie du livre, c'est l'art de conserver sa santé par l'hygiène bien comprise, de vivre vieux et vivre heureux, rien que ça. Donc l'hygiène. L'hygiène, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui encore, on a un travers, parce qu'on a peut-être oublié ce qui est expliqué dans ce livre. L'hygiène est expliquée comme une science pour nous préserver des maladies. Et on va voir que dans l'hygiène, il n'y a pas que l'hygiène basique et éviter vraiment les grosses catastrophes sanitaires, il y a bien d'autres choses. Il ne faut pas oublier que, à cette époque-là, les eaux usées partaient à la rue. Le tout à l'égout, c'est 1945, là on est 1913. Les eaux de boisson, du coup, pâtissaient de ces eaux usées qui partaient à la rue et on avait du mal effectivement à avoir une eau potable. Donc c'était la base du chapitre suivant qui parle de la propreté. La propreté, ça démarrait par effectivement l'hygiène au sens éviter les catastrophes sanitaires par des rejets bactériens ou virales dans les eaux qu'on pouvait après reboire. C'est toujours d'ailleurs un souci dans les pays en voie de développement aujourd'hui. Donc c'est ça l'hygiène, la science de l'hygiène à la base c'est ça. Mais après il parle des aliments, une grande partie sur les aliments. La science moderne de l'hygiène
il dit il n'en est pas de plus importante que la recherche d'une alimentation saine. Donc voilà, dans l'hygiène, il y avait aussi l'alimentation saine, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans notre compréhension globale. L'hygiène, ça restera juste la propreté et désinfecter, mais l'alimentation, on nous a bien sorti de la tête qu'elle devait être saine. Donc, il parle que effectivement l'homme a besoin de manger pour vivre, mais il ne doit pas non plus vivre pour manger. Premier aspect, on parle de sobriété tout de suite. Il dit on doit toujours se lever de table avec un restant d'appétit. Et la sobriété seule prévient et guérit souvent bien des maladies. Donc c'est assez marrant, en tout début de chapitre sur l'alimentation, il est déjà sur cet aspect d'être, on va dire, modéré sur ses apports. Il dit l'intempérance tue ou appesantit nos facultés intellectuelles. Après un repas copieux, on a moins d'esprit dans le cerveau, on est plus animal et moins homme. C'était plus notable et plus tranché que ce qu'on peut dire maintenant sur le fait d'avoir bien mangé, le ventre bien tendu. Là, c'était plus criard quand même, plus animal et moins homme. En hiver, une nourriture substantielle, en été, une nourriture plus légère. Voilà des grands principes, des grands conseils que l'on peut maintenant être à même à reprodiguer quand on veut vraiment retourner vers la pleine santé. À chaque saison, les aliments qui doivent entrer dans une variété. Donc il en parle souvent de la variété, mais voilà, c'était saison, aliments, variété. Et les aliments malsains et l'incompétence produisent beaucoup de maladies. Donc, il insiste sur ce côté relation entre les maladies et la manière de se nourrir. Donc, lorsque les aliments sont altérés, corrompus ou falsifiés, on est exposé à de graves dérangements d'estomac ou d'intestin. On sait maintenant que beaucoup de choses partent des intestins, mais là c'était une grosse insistance et on verra que ce côté aliment altéré, corrompu ou falsifié, en fait à chaque fois qu'il va parler d'un aliment, il va expliquer comment détecter s'ils sont corrompus ou falsifiés. Voilà, j'imaginais pas qu'à ces époques-là, en 1913, on cherchait des falsifications. Et on ne parlait pas forcément des mêmes falsifications qu'aujourd'hui d'ailleurs. Même si pour certaines on va s'y retrouver. Comme par exemple quand on essayait de vérifier si dans le pain il n'y avait pas de la poudre de craie ou de la sueur de bois, ou des fois on est affolé à se dire qu'on peut récupérer du riz avec des billes de plastique, mais en final il n'y a rien de nouveau sur cet aspect-là. On va retrouver ce genre de folie aujourd'hui, qui n'a sûrement pas arrêté. Voilà, donc on parle d'heureuse vieillesse et à nouveau de variation d'aliments. Il nous parle ensuite d'hygiène de la digestion. Et là, on va retrouver la notion de mâcher les aliments de façon à les broyer le plus possible et de manger lentement. Chose fondamentale qu'on entend très peu, trop peu à mon sens. Mâcher les aliments est essentiel. On parle d'hygiène de digestion. C'est pas tout de s'alimenter, il faut bien sûr assimiler et donc digérer. Dans les conseils, il dit aussi manger peu le soir, ne jamais manger sans appétit. 1913. Digestion, après, il va aborder différents aliments, en fait. Par exemple, le beurre, il dit manger du vrai beurre, donc pas de margarine. Et comme apparemment on pouvait falsifier le beurre avec de la margarine, il expliquait comment détecter un beurre avec de la margarine. En fait, en le faisant chauffer, il doit figer en un bloc en refroidissant. Donc à chaque fois, il nous explique comment détecter les aliments falsifiés, c'est assez marrant. Bon, à l'époque, les poissons gras, c'était à éviter, donc c'est plus trop le cas maintenant, puisqu'on s'est rendu compte qu'au niveau des oméga 3, c'était quand même assez important. Donc voilà, il y a des choses qui ont évolué quand même, hein, mais globalement, c'est pareil pour la viande, il met en avant la viande rôtie et le bœuf, mais ne pas en manger continuellement, c'est trop nourrissant et ça peut apporter des indispositions. Donc on a des petites choses qui ont évolué, mais globalement, la plupart des conseils restent d'actualité. Au niveau des boissons, l'eau est la meilleure boisson. Et j'aime bien ce qui est affirmé, préférer celle des rivières ou des fontaines qui peuvent la laisser couler. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, de pouvoir avoir une eau le plus vivante possible. Hélas, on est obligé maintenant de filtrer son eau et de la dynamiser après pour retrouver cette notion de dynamique. À l'époque, effectivement, on avait l'occasion d'avoir encore des sources et des rivières pas trop polluées. Et on pouvait donner ce genre de conseils, effectivement. Donc boire pas en quantité lors des repas à cause de la digestion. Et un autre principe qui s'éloigne aussi des grands principes d'aujourd'hui, là, 1,5 litre par jour, buvez quand vous avez soif, mais pas trop souvent, ça peut fatiguer l'estomac.
Bon, c'est pas... Et là-dessus, je suis effectivement plus penchant sur ce conseil-là que sur celui de se forcer à boire 1,5 litre. Ça dépend tellement de ce qu'on mange et de notre activité que on va retrouver dans ce genre de livre d'ailleurs beaucoup plus de choses adaptées au terrain et au tempérament de la personne et pas des conseils très monolithiques comme on peut entendre aujourd'hui. Donc comme on est sur l'eau, on verra sur cette page ici, il expliquait comment tester la pureté de l'eau. Assez marrant. Je n'ai pas fait le test, mais ça va être intéressant à faire, il faudra voir, tout que c'est assez facile à faire. Et au niveau du vin, ben voilà, pris avec modération, c'est une excellente boisson. Pris au contraire avec excès, il devient très nuisible pour la santé. Et là encore, comment détecter du vin falsifié. Voilà, c'est pour tout comme ça, hein. Tous les produits ont leur petite astuce pour être testés. Au niveau habitation, en fait, il faut privilégier une chambre avec une cheminée, bien sûr, on aurait du mal à donner ce conseil aujourd'hui, mais en tout cas pour le renouvellement d'air, et ça, bien sûr, ce conseil, on peut le donner, dormir avec la fenêtre ouverte ou avoir des entrées d'air qui ne sont pas obturées, reste un conseil de bon sens pour la nuit. Hygiène de la peau, c'est assez marrant, rejeter tous les cosmétiques composés de plomb, d'arsenic ou de mercure. Ça peut faire rigoler maintenant. En fait, on dit que ça passe par la peau et qu'effectivement, il faut vraiment éviter ça. Sauf que maintenant, ces poisons-là, on les a plus, ou en tout cas, ils ne s'appellent plus pareil. Et les notices des cosmétiques industriels ont des noms incompréhensibles. Et bien malin qui peut dire si ce produit-là, il pourrait l'ingérer ou pas. C'est vrai que le plomb, l'arsenic, le mercure, à l'époque, tout le monde se disait non, je ne veux pas en manger. Maintenant, les noms latins à rallonge qu'il y a sur les cosmétiques, bon, et le conseil s'applique encore, sauf que les noms sont différents. L'exercice, c'est une nécessité de notre être, c'est indispensable. On le sait, c'était déjà indiqué à l'époque, bien sûr. Et après, il parle aussi de l'hygiène de l'âme vers l'accomplissement de nos obligations morales. Au niveau du sommeil, il explique que, voilà, en étant un bon dormeur, on doit se réveiller de bonne heure, frais et dispo. C'est une manière de tester pour dire si on a un bon sommeil ou pas, au final. Et puis, il termine avec une petite liste à l'après-vert pour vivre heureux. Alors, accrochez-vous, marchez 2 heures par jour, dormir 7 heures toutes les nuits, bon, à la rigueur, ça peut dépendre des gens, mais en tout cas, dormir son quota et se réveiller naturellement, on peut le retraduire comme ça. Lève-toi dès que tu es réveillé, travaille dès que tu es levé, ne mange qu'à ta faim, toujours lentement, ne bois qu'à ta soif, ne parle que quand il faut, et ne dis que la moitié de ce que tu penses. N'écris que ce que tu peux signer, ne fais que ce que tu peux dire, et les autres comptent sur toi, mais tu ne peux pas compter sur eux. Voilà. Et sur cette petite page, il résume les conseils d'hygiène avec des petites répétitions et d'autres choses un peu nouvelles que vous pourrez regarder. Troisième partie, les 100 plantes qui guérissent et celles qui tuent. Donc on avait bien comme volonté aussi de dire, voilà, attention, il y a des plantes qui peuvent être embêtantes, donc pour pas se faire avoir, comme on entend encore en ce moment, des gens qui ont essayé de manger ou de faire des tisanes de certaines plantes, mais qui se sont trompés. Effectivement, ce livre-là était dans les mains de beaucoup de personnes et il abordait ces deux aspects. Donc beaucoup de conseils sur très courts et très pratiques sur des maux de tous les jours, que ce soit des problèmes de règles qui étaient assez fréquents dans les explications, des maux de tête, des brûlures, etc. Et dans les plantes, il y a les légumes courants, avec des conseils sur les potages. Par exemple, ici, on peut voir des conseils sur les liserons, qui sont des plantes assez fréquentes. Et on verra plus tard d'autres conseils sur les potages. Donc, quatrième partie, les maladies principales traitées avec les plantes, sans frais, guérison assurée en peu de jours, plus de drogue. Au passage, il démarre par l'âge critique. Alors au début, je me suis demandé ce que c'était que l'âge critique. Et en fait, c'est la ménopause. On appelait ça l'âge critique à l'époque. On a changé le nom, on peut comprendre pourquoi. Effectivement, c'est pas très sexy de dire que c'est critique. C'est effectivement un sujet à part entière pour les femmes, mais voilà. Donc beaucoup de conseils autour de ça. On voit qu'il y a en fait beaucoup de conseils autour des femmes, autour des mots pour les femmes. Et effectivement, il y a besoin d'accompagner, je pense, de manière naturelle, certains passages et certains moments de la vie d'une femme, même si c'est tous les 28 jours. Chose qu'on a complètement occultée maintenant, à part la fameuse pilule contraceptive qui en élimine certains. À l'époque, on était quand même plus attentif à ça et de manière naturelle.
Et puis, on voit la table des poisons et des contre-poisons, par exemple. C'est intéressant, parce qu'effectivement, quand on a ingéré tel poison, qu'est-ce qu'on fait? Ils expliquaient s'il fallait faire vomir ou pas, etc., quoi. Et puis après, on a les maladies respiratoires, maladies terribles, qui fait de si nombreuses victimes. Effectivement, ça faisait sûrement beaucoup plus de victimes à l'époque. C'est déjà très mis en avant dans ce livre. Voilà un exemple sur ces pages, sur ces différents mots, par exemple les mots de dents, avec ce qu'on peut faire de manière ordinaire. Alors il y a toujours cet aspect traitement ordinaire qui en gros est le traitement, on va dire, gratuit sur voilà, des choses qu'on peut se procurer gratuitement et facilement. Et puis il y a ce qu'ils appellent le traitement spécial, donc là c'était la vente de leurs produits. Sur une partie des mots et des sujets, effectivement, ils avaient des produits qu'ils pouvaient vendre par correspondance ou dans la boutique. Cinquième partie, maladies et remèdes des animaux, des plantes pour les guérir. Alors les animaux faisaient forcément partie intégrante de la vie de l'époque, à la fois les animaux de la ferme, mais aussi les chats et les chiens. Donc on va retrouver des conseils sur les animaux domestiques qui, quelque part, avaient certaines fonctions, mais qui avaient aussi besoin de soins. Et puis les animaux plutôt, on va dire, clairement utilitaires, avec une utilité forte, voire servant aussi à la nourriture. Sixième partie, recettes d'utilité journalière. On nous rappelle par exemple que pour les plantes d'appartement, le meilleur engrais, c'est le marc de café. C'est tout bête, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir oublié ça. On a souvent des plantes à la maison, et le marc de café, qui est pourtant un vrai gâchis, est souvent jeté dans la poubelle. Donc on peut le redonner aux plantes, ça fera du bien. On peut voir par exemple ici, pour tout ce qui est mal de mer, les conseils qu'ils peuvent donner. Alors voilà, ce que j'aime bien, c'est ce genre de choses. Des bouillons aux herbes pour les malades. On était vraiment dans l'esprit de on est malade, on n'en rajoute pas trop au niveau alimentation. C'est, je pense, surtout après la guerre, la Grande Guerre, qu'on a commencé à dire avec les manques, effectivement, il faut manger pour avoir des forces, etc. Il y a eu tellement de manques qu'on a encouragé, je pense, beaucoup à manger. Mais à l'époque, on trouvait assez souvent beaucoup de conseils autour de bouillons légers pour pouvoir donner aux personnes malades, qui du coup pouvaient compter sur leur propre auto-guérison et ne pas surcharger l'organisme avec des apports très lourds. Et puis on va trouver aussi par exemple ici une partie, la pharmacie du jardinier. On voit bien au passage, l'ail est un assaisonnement utile pour les personnes d'un tempérament pituiteux. Donc déjà ça, on ne sait plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est pas l'ail c'est super bon, il faut que tout le monde en mange, quoi. Et c'est pareil pour toutes les choses. À chaque fois, il y a une approche qui est à la personne et au cas. C'est expliquer aux gens tout simplement les apports, comment ça fonctionne, comment on fonctionne, et qu'on est tous différents, et que voilà, il n'y a pas la recette toute faite, et que ça passe par les 300, je sais plus combien, 330 pages du livre pour arriver à avoir cette compréhension globale. Septième partie, notice sur quelques médicaments précieux que nous recommandons de façon spéciale. Donc là, effectivement, il liste leurs propres médicaments qui sont en vente. Il y a un petit dictionnaire aussi sur les différents termes, ce qui fait pas de mal. Et puis une table des matières qui est à la fin, du coup, où on va trouver beaucoup de choses. Je vais vous les passer ici, là, pour voir. Il y a des choses qui, des fois, sont surprenantes. Mais voilà, c'est tout référencé à la fin du livre. Donc mes conclusions personnelles sur ce livre, franchement, ça nous plonge à une époque que la plupart d'entre nous n'ont pas connue, bien sûr, parce que ça fait 1913-2020, quand même 107 ans. En étant né à cette époque-là, on se rappelle sûrement pas grand-chose. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre d'où l'on vient, pour mieux appréhender aussi cette obsession de l'hygiène qui est encore présente. On parle quand même de la science moderne de l'hygiène, et c'était nécessaire à l'époque, où un grand nombre de maladies étaient véhiculées par les excréments et par l'eau de boisson, du coup. Mais il faut bien réaliser qu'on a fait le travail nécessaire pour avoir une bonne hygiène basique, cette hygiène qui pouvait effectivement apporter des grosses maladies et des épidémies. Et les égouts en France sont apparus en 1960, j'ai dit 45 tout à l'heure, mais non, en 1960. Donc c'est arrivé très tard quand même. Et on est depuis, à mon avis, allé trop loin dans la peur des microbes de la terre et des moisissures, quoi. On est resté, je pense, un peu ancré avec cette peur bien réelle et qui nous a sûrement sauvés, de faire attention à ne pas ingérer des choses qui pouvaient vraiment être très polluées par des diverses bactéries ou pathogènes. Mais on est allé trop loin. Et
Après, dans ce livre, j'étais très surpris de voir à quel point on nous propose de tester la pureté des aliments à tour de bras. C'est quand même vraiment, vraiment étonnant. Si on en faisait même maintenant, pour tester la pureté des aliments, pureté au sens très large, ça pourrait peut-être être intéressant. Hein. On retrouve aussi pas mal de principes d'hygiène de vie qui devraient encore s'appliquer de nos jours. Hein. Des aliments sains, de saison, une nourriture légère et substantielle et variée. Insiste beaucoup sur la variété et c'est essentiel effectivement. Et pourtant, à l'époque, les travaux étaient plutôt durs, donc on parlait d'une nourriture légère et substantielle. Hein. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, il faut manger beaucoup, on ne sait plus trop pourquoi, mais à l'époque, on disait de manger peu, et pourtant, les travaux étaient difficiles. De bien mâcher, ce n'est pas ce que l'on mange qui nous nourrit, mais c'est ce que l'on digère, insistance sur ce sujet. Et après, à 500 000 exemplaires par an, 40 éditions, le livre devait être présent dans beaucoup de foyers. Le calcul arithmétique serait peut-être un peu faux, mais quelque part, c'est quand même des millions de foyers potentiellement qui avaient ce livre. Bon voilà, si des gens connaissent bien ce sujet, je veux bien dans les commentaires avoir quelques infos complémentaires, mais du coup, ça peut interpeller d'imaginer que ce livre était présent dans beaucoup de familles. Mais quelque part, c'était partie de notre tradition orale qui a été mise à l'écrit ici. Et effectivement, en médecin des pauvres, il y avait bien des conseils qui pouvaient être appliqués tous les jours. Et ce principe-là de réécrire quelque chose à jour sur les principes de santé qu'on appelle des fois remède de grand-mère, alors ça se comprend avec l'âge du livre, mais ça pourrait être, je pense, intéressant. Reste à savoir qui pourrait ou qui devrait écrire ce genre de choses pour être assez neutre et objectif en oubliant tout brevet et tout intérêt économique. Hein. Autre point fondamental, c'est le côté sécurité sociale. On voit bien qu'en 1913, il n'y avait pas la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour nous, en France, c'est plutôt dans les années 45 que c'est apparu. Hein. Et tout le monde ne pouvait pas faire appel à un médecin. Alors effectivement, il était l'utilité publique de se responsabiliser pour sa santé. Et c'était le but de ce livre, et c'était sûrement le but aussi que les gens puissent acheter ce livre pour se dire, bah mince, ma santé elle est importante. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la France est un des rares pays, quand on demande qui s'occupe de votre santé, un Français en général répond mon médecin. Français de maintenant. Par ailleurs, ce livre n'est pas dans un contexte de dire prenez ci, prenez ça, à chaque fois on reparle des causes probables et des actions en fonction des cas. Donc ça c'est aussi à noter, on parle des causes. Et donc, une fois de plus, les plantes sont connectées avec la nourriture et à chaque fois le tempérament ou le terrain de chacun. Ça, c'est vraiment très chouette parce que c'est ce qu'on dit maintenant côté naturopathie, mais quelque part, ça surprend des personnes quand on parle de tempérament ou de terrain. Et ben, c'était présent dans le corps médical, on va dire, à l'époque. Donc voilà, c'est peut-être plus le moment de se laisser surprendre par ça. Donc on a un aspect global très intéressant de notre fonctionnement il y a plus de 100 ans. Et d'un côté, bien sûr, merci au progrès, hein, à la fois en hygiène basique, en médecine d'urgence, etc. Hein. J'ai loin de moi le fait de dire il faut revenir comme avant, comme beaucoup de sujets. Hein, il faut peut-être reprendre les choses qui étaient utiles et garder bien sûr tout ce qu'on a acquis en surcouche qui est aussi un plus. Mais le manque de conseils d'hygiène de vie de base, aujourd'hui, est un vrai manque, je pense, et notre propre compréhension pourrait éviter des sollicitations inutiles du système médical et qui devrait rester disponible pour les cas graves. En fait, je pense qu'on est tous convaincus. Donc voilà, médecin des pauvres, oui, effectivement, surtout santé pour les pauvres, quelque part, et pour tous, en final, hein, parce que tous ces conseils s'appliquaient, bien sûr, que l'on ait des moyens de s'acheter des produits ou pas, hein. Sachant que l'hygiène de vie, c'est dans des gestes de tous les jours. Le but affiché était bien de rester en santé pour bien vivre, et vivre heureux. Il en parle bien clairement. Hein. Vivre en santé, c'est pas ne pas être malade, c'est vivre heureux. C'est clairement présent dans ce livre. C'est une bonne définition de la santé globale. Et même si on n'avait pas les moyens de faire appel à un médecin. Que de beaux principes, je trouve, et quelque part, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend pour y revenir ? Voilà pour le résumé de ce livre.